Vous êtes professeur de stratégie à l'Université de Lausanne. Vous intervenez dans des écoles de guerre. On va commencer par l'angle géopolitique. Si, comme vous le dites, la guerre change de visage, puisque vous parlez même de concept de guerre caméléon, que pourrait-on dire des nouveaux espaces belligènes? Et quels sont les nouveaux objectifs de ces guerres? Ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne voit que l'ennemi russe. Il faut se réarmer contre la Russie. Vladimir Poutine est en train de préparer la prochaine guerre mondiale, etc., etc. Or, ça, je dirais, c'est une erreur récurrente de penser la prochaine guerre dans les termes de la précédente. Et donc, c'est la meilleure façon de préparer la guerre d'avant-hier. Et à ce sujet, on a les travaux de l'historien britannique Lawrence Friedman qui nous montrent que systématiquement, on est tombé dans cette erreur. Donc, l'histoire ne repasse pas les plats et donc, il faut envisager ces autres espaces belligènes, c'est-à-dire ces autres dimensions de confrontation, parce que là, on reste un peu bloqué sur la guerre entre États, sur les schémas de la guerre froide, voire de la Deuxième Guerre mondiale, et on néglige tout le reste que l'on met dans un pot commun qu'on appelle violence, émeute, terrorisme, etc. Or, il y a des schémas d'affrontement qui sont tout à fait présents, qui existent. Il n'y a pas besoin je dirais, de se projeter sur les appétits russes, mais il y a des schémas d'affrontement qui sont clairement en place dans nos sociétés. Le principal que l'on peut identifier, c'est l'affrontement entre des marges en révolte, des marges violentes. On pense ici à toutes les banlieues chaotiques, les banlieues no-go, et ça n'est pas du tout une exception française. La situation est largement répandue dans toute l'Europe occidentale. Le Royaume-Uni la connaît, la Suède, pensons la Suède, ce havre de paix, de sécurité, la connaît de manière dramatique. L'Allemagne en parle peu, mais c'est la même chose. La Belgique et les Pays-Bas sont pratiquement sous la menace des narco-gangs. Donc voilà, on a des schémas belligènes et de l'autre côté, dans cette dialectique, on a la masse des citoyens, de la population, qui est, depuis la fin de la conscription, complètement désarmée. Mon deuxième angle, ça va être l'angle socio-économique, parce que vous faites de très belles analogies avec l'an 1000. J'aimerais que vous en parliez un petit peu. Alors, l'an 1000, donc c'est la dernière vague d'invasion, celle des Vikings, celle des Sarrasins et celle des Magyars. En Europe occidentale, on est surtout touché par les Vikings et les Sarrasins. Les Sarrasins, c'est plutôt les côtes méditerranéennes, l'Italie, etc. Et ce qui est très intéressant et qui est, à mon avis, une leçon pour notre temps, c'est la configuration de cette situation. C'est que d'abord, on a un empire carolingien qui est la première fois qu'on a une organisation politique depuis la fin de l'Empire romain. C'est un empire qui est relativement moderne. Il lève des impôts, il a une bureaucratie, les fameux envoyés du prince, les missi dominici, etc. Il a une armée qui a remporté des succès, mais il se trouve complètement surpris, complètement désarmé face à ces raids qui sont à la fois très rapides, qui arrivent par surprise, qui ne visent pas des buts politiques, qui visent des buts de pillage, qui visent des buts de butin, etc. Et donc, les armées carolingiennes, lourdes, etc., n'arrivent pas du tout à y faire face. Et donc, ça va être une situation de chaos en Europe qui va pratiquement se dérouler sur plus de 2 siècles. Et l'Empire va, au fond, s'effondrer, on va dire, sous les coups de boutoir de gens qui n'avaient aucune intention de faire chuter l'Empire, mais qui avaient bel et bien l'intention, eux, de piller, etc. Et donc, les populations locales sont soumises à ces raids et elles sont sans défense.
Et ce qui est intéressant, c'est que les raids vont s'interrompre ou commencer à diminuer lorsque les populations locales vont trouver leur réponse, c'est-à-dire la mode castrale, qui est l'ancêtre du château fort. Ce qu'il faut dire et qui est aussi intéressant par rapport à notre situation actuelle, d'un empire carolingien. N'oublions pas qu'à Bruxelles, l'empire carolingien reste le modèle historique de l'Union européenne, hein. On a un des grands bâtiments qui s'appelle le Charlemagne. Donc, l'Empire carolingien reste, on va dire, mais l'Union européenne rencontre exactement une situation similaire à celle de l'Empire carolingien, très centralisé, bureaucratique, mais économiquement totalement inopérant, ce qui était déjà le cas de l'Empire carolingien, pressurant les populations locales d'impôts, de directives, etc. Donc on est dans une situation assez similaire. Or, qu'est-ce qui se passe pour les populations de l'an 1000 qui commencent à découvrir cette parade qui est la mode castrale, qui est au fond une fortification de campagne, qu'un village avec 200 personnes est capable de mettre en place en 15 jours? La première réaction de la noblesse carolingienne, c'est d'interdire la création de ces fortifications parce qu'on a plus peur des populations qui pourraient se défendre par elles-mêmes et donc avoir un peu d'autonomie que des raids vikings et sarrasins en eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je trouve que cette période est particulièrement intéressante. Ah, il faut parler de grande migration. Or, on est exactement dans ce schéma à l'heure actuelle. L'Europe est devenue un véritable hall de gare, on la traverse dans tous les sens, personne n'arrive à juguler le flux des migrations. Et donc, voilà. Quand vous parlez de producteurs et de prédateurs, comment les producteurs vont-ils pouvoir résister aux prédateurs? Et que dire du capital guerrier et du concept individu sujet de guerre? Mais à l'heure actuelle, on doit vraiment envisager l'idée de guerre sans État. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce que on commence à avoir des bassins de recrutement de soldats, de mercenaires, de tueurs, de sicaires qui sont au service des gangs et qui sont prêts à se vendre au plus offrant. Et on a un bassin avec tous les conflits du Proche et du Moyen-Orient, on a un bassin qui est colossal de gens qui sont formés, qui sont des combattants, qui savent se battre, etc., et qui ont été déjà utilisés pour reprendre le Haut-Karabakh, qui ont été utilisés pour faire tomber le régime Bachar en Syrie. Donc ce sont des gens qui sont là et qui ne demandent qu'à être payés pour faire ce travail, ou même à le prendre à leur propre charge. Ça n'est, rappelons-le, absolument pas une vue de l'esprit. Prenons la situation au Mexique avec le principal gang le plus féroce qui règne, qui fait régner la terreur, c'est les Zetas. Les Zetas, à l'origine, ce sont des forces spéciales mexicaines qui ont été formées à grands frais par le voisin américain pour la lutte contre la drogue, et puis qui se sont dit à un moment donné, bon, plutôt que de gagner 1000 $ par mois, alors qu'on peut en gagner 1000 par jour, on va prendre, nous, les choses en main. Donc, on a cette situation-là et on peut vraiment parler d'un essor du combattant privé dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des valeurs telluriques dont vous parlez dans votre ouvrage qui peuvent faire émerger une défense par rapport à ces prédateurs? Maintenant, on a dans les classes moyennes et populaires en Europe un capital guerrier qui est présent au sens non pas où ces gens voudraient faire la guerre, mais n'acceptent pas de disparaître, n'acceptent pas d'être mis de côté et sont prêts à résister. Si on parle de guerre sans État, il faut voir que dans ce cas-là, le sujet de la guerre, c'est l'individu, c'est pas seulement une victime, mais c'est aussi un résistant, c'est un combattant de la liberté, c'est quelqu'un qui refuse de disparaître. Or, que ce soit que ce soit le mouvement des Gilets jaunes, que ce soit ceux qui ont voté pour le Brexit en Angleterre et qui se sont révoltés en automne 2020, en été 2024 suite à ces meurtres de jeunes filles, que ce soit, et on retrouve cette souche un peu partout en Europe occidentale. Là,
on a un capital guerrier important pour résister. Je dis pas pour aller faire la guerre, pour commencer à entreprendre des conquêtes, mais pour résister. Et l'écrivain français Christophe Guy, lui, le montre très bien. Il y a un bassin de valeurs qui est proprement tellurique, c'est-à-dire l'attachement à un mode de vie, l'attachement à un lieu de vie, l'attachement à un cercle familial, ce que, au fond, les élites globales ont totalement laissé de côté depuis maintenant plusieurs décennies. Et ça, c'est et c'est pas propre à la France. On a un journaliste, un ancien journaliste du Financial Times, David Goodhart, qui le relève pour le monde anglophone. On a la même chose aux États-Unis. Donc, là, il y a un vrai potentiel de résistance. Et si on doit, par malheur, avancer encore dans la violence et dans la désintégration, c'est sans doute là qu'on pourra construire une résistance. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage. Bravo pour cette analyse des guerres sans État et des recommandations possibles pour sortir du chaos géopolitique.